J'appartenais à une organisation politique, et j'en parle ici avec beaucoup d'émotion parce que en face de moi, il y a Moustapha Ben Mohamed, qui est un homme d'une grande rectitude morale et qui a compté énormément pour moi dans mon engagement, bien sûr, mais aussi dans la connaissance et dans le savoir de cette histoire. Son témoignage a toujours été pour moi extrêmement précieux. Et c'est par son intermédiaire et par l'intermédiaire de Yves de Chézel, qui était l'avocat de Messali depuis 1946, donc un très vieil ami de Messali, que très jeune étudiant, donc âgé à peine de 24 ans, ils m'ont raconté l'enterrement de Messali à Tlemcen, qui avait soulevé une foule considérable à l'époque, le 3 juin 1974. Et cet événement, en fait, de cet enterrement avait pour moi bousculé beaucoup de choses, avait résonné en moi, et je me suis dit pourquoi dans le fond la vie de cet homme est-elle à ce point mise au secret dans l'histoire à l'époque de l'Algérie, dans ces années de travail de thèse donc sur Messali, ce travail qui a été soutenu donc en 1978 dans une thèse de doctorat et ensuite qui a été publié et traduit ensuite en arabe tout au long, disons, des 30 dernières années. Donc voilà, ça c'était simplement pour vous dire effectivement toute cette émotion qui est très forte hein, autour de cette rencontre, autour de cette réunion. Et c'était d'abord par là hein, que je voulais commencer cette très brève intervention. La deuxième chose que je voudrais simplement vous dire, c'est partir de cette phrase qui est ici et qui figure en exergue de cette rencontre et de cette réunion, et des réflexions que m'inspire cette phrase, simplement en 3 points, 3 petits points de réflexion autour de cette phrase prononcée par Messali Hadj au stade municipal d'Alger en août 1936, lorsqu'il a pris la poignée de terre et qu'il a dit « Cette terre est à nous, nous ne la vendrons à personne ». Cette phrase, je crois qu'on peut-être que j'appartenais à une organisation politique, et j'en parle ici avec beaucoup d'émotion parce que en face de moi, il y a Moustapha Ben Mohamed, qui est un homme d'une grande rectitude morale et qui a compté énormément pour moi dans mon engagement, bien sûr, mais aussi dans la connaissance et dans le savoir de cette histoire. Son témoignage a toujours été pour moi extrêmement précieux. Et c'est par son intermédiaire et par l'intermédiaire de Yves de Chézel, qui était l'avocat de Messali depuis 1946, donc un très vieil ami de Messali, que très jeune étudiant, donc âgé à peine de 24 ans, ils m'ont raconté l'enterrement de Messali à Tlemcen, qui avait soulevé une foule considérable à l'époque, le 3 juin 1974. Et cet événement, en fait, de cet enterrement avait pour moi bousculé beaucoup de choses, avait résonné en moi, et je me suis dit pourquoi dans le fond la vie de cet homme est-elle à ce point mise au secret dans l'histoire à l'époque de l'Algérie, dans ces années de travail de thèse donc sur Messali, ce travail qui a été soutenu donc en 1978 dans une thèse de doctorat et ensuite qui a été publié et traduit ensuite en arabe tout au long, disons, des 30 dernières années. Donc voilà, ça c'était simplement pour vous dire effectivement toute cette émotion qui est très forte hein, autour de cette rencontre, autour de cette réunion. Et c'était d'abord par là hein, que je voulais commencer cette très brève intervention. La deuxième chose que je voudrais simplement vous dire, c'est partir de cette phrase qui est ici et qui figure en exergue de cette rencontre et de cette réunion, et des réflexions que m'inspire cette phrase, simplement en 3 points, 3 petits points de réflexion autour de cette phrase prononcée par Messali Hadj au stade municipal d'Alger en août 1936, lorsqu'il a pris la poignée de terre et qu'il a dit « Cette terre est à nous, nous ne la vendrons à personne ». Cette phrase, je crois qu'on peut trois leçons, trois réflexions. La première, c'est que l'histoire du mouvement national, radical, indépendantiste, celui qui a voulu la séparation avec la France, est né, comme on le sait, par l'étoile nord-africaine en 1926, et cette naissance s'est produite en France, dans les milieux de l'immigration ouvrière, dans la région parisienne en particulier. Or, le 2 août 1936, on peut dire que c'est le déplacement du centre de gravité de la lutte politique du nationalisme radical, ce déplacement de centre de gravité qui passe de la métropole coloniale vers l'Algérie. Et c'est pour cela, à mon sens, que cette date est si importante. C'est-à-dire qu'il y a qui n'est pas un simple déplacement géographique, mais qui est aussi un déplacement éminemment politique.
qui est donc par conséquent une nouvelle configuration politique du mouvement nationaliste qui, pour la première fois de manière publique, veut signifier la rupture avec toute l'histoire coloniale. Et c'est par conséquent cette espèce d'acte fondateur, inaugural, sur le territoire algérien par rapport naturellement à toute une série d'autres formations politiques. La seconde réflexion que m'inspire, disons, cette phrase, c'est effectivement le fait, Mohamed Arbil l'a souligné hier, c'est aussi le fait, par l'intermédiaire de Messali et par le geste qu'il fait, c'est l'irruption de la volonté populaire des masses dans le débat politique algérien. Jusqu'à présent, le débat politique, culturel, idéologique était en grande partie l'œuvre de toute une série de formations qui prônaient l'égalité politique, l'assimilation, la personnalité culturelle et religieuse, par l'intermédiaire du mouvement des Oulémas, bien sûr, avec Ben Badis. Mais tous ces mouvements et toutes ces organisations, dans le fond, ne faisaient pas intervenir un acteur qui sera l'acteur décisif de toute cette histoire, à savoir le peuple algérien lui-même. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, si en 1937, c'est-à-dire un an seulement après l'événement du 2 août 1936, ce n'est pas un hasard si un an plus tard, d'ailleurs, ce parti politique va s'appeler le Parti du peuple algérien, c'est-à-dire de faire entrer comme un acteur central, eh bien, les masses populaires, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le peuple lui-même. L'irruption de cette dimension, de cette variable centrale, qui est la population algérienne elle-même, population algérienne musulmane, en situation de séparation sur le plan politique, et pas simplement culturel, mais sur le plan politique, d'avec l'État colonial, à mon sens, est une deuxième leçon politique très importante de ce discours du 2 août 1936 au Stade d'Alger. Et puis enfin, une troisième réflexion qui me semble aussi importante par rapport à cette phrase, c'est précisément cette référence à la terre. Parce qu'on l'a oublié trop souvent, la question de la colonisation est essentiellement liée à la question de l'appropriation de la terre et de la dépossession foncière et du déracinement. Le fait de vouloir prendre cette partie de la terre dans ses mains signifiait, eh bien, nous nous séparons et nous reprenons en main, c'est le cas de le dire, nous reprenons en main ce qui dans le fond a constitué le socle de la dépossession culturelle, c'est-à-dire la dépossession foncière, la dépossession sociale, dans la question de la terre, puisque comme on le sait, la colonisation est inséparable de la dépossession foncière et du refoulement des populations paysannes hors des territoires où elles avaient l'habitude de vivre. Et donc cette question du rapport à la terre, donc de la réappropriation de la terre, au stade municipal d'Alger, a résonné bien sûr dans les imaginaires, a résonné bien sûr par rapport à la jeunesse de cette époque, et a donc permis à Messali d'être connu immédiatement du grand public, donc du peuple bien sûr, dès 1936, dès 1937. C'est pour ça que ce discours du 2 août 1936 est un discours non pas tournant, mais un discours inaugural sur le territoire algérien de ce qui va constituer le nationalisme algérien radical indépendantiste. Donc voilà le deuxième point simplement que je voulais souligner dans cette courte intervention à partir de la phrase qui nous a été proposée pour cette réflexion autour de la personnalité de Messali, cette façon, disons, de vouloir réinscrire Messali dans un rapport politique et dans un imaginaire de continuité et de filiation dans ce rapport à la nation et à la terre algérienne. Et enfin, troisième aspect, vous voyez que je ne serai pas très long, le troisième aspect de ma courte intervention portera effectivement, mais ça, Janina Amkalfat vient de le faire, sur les circonstances et les conditions de retour de la personnalité, du personnage de Messali dans les débats politiques contemporains algériens de l'après 1962, c'est-à-dire de l'après l'indépendance. Je dirais d'abord que la première séquence d'effacement de cette présence dans l'histoire, elle est un effacement qui va grosso modo des années 62-65 jusqu'aux années 80-85, c'est-à-dire une vingtaine d'années, où effectivement le nom de Messali a été effacé des manuels scolaires, bien sûr, mais aussi de l'espace public, de l'espace politique, etc. Et il y avait en fait, dans cette mise au secret, il faut le dire aussi, pas simplement la personnalité de Messali, mais
derrière la personnalité de Messali aussi, tout l'effacement de ceux qui avaient été les adversaires politiques de Messali au moment du déclenchement de cette révolution et qui, à leur tour, ont été mis au secret dans le cours même de cette révolution et dans l'après-révolution. De sorte que l'effacement de Messali, à mes yeux, est symptomatique ou symbolique de l'effacement d'autres acteurs qui, à leur tour, ont été mis au secret. Je pense en particulier à Mohamed Boudiaf, Moussaïd Ahmed, Ahmed Ben Bella, Khidr, tous aussi ont été mis au secret au nom d'un seul slogan qui était un seul héros, le peuple. Et donc cette question de l'anonymat, du refus de la nomination des personnages et des acteurs les plus essentiels de la formation du nationalisme algérien, dans le fond, Messali en était la personnalité la plus symbolique. Cette mise au secret de lui-même annonçait en fait l'effacement d'autres. Et son effacement en signifiait et signifiait d'autres effacements, d'autres façons d'ensevelir la mémoire collective. Mais il faut signaler que pendant cette période, effectivement, de mise à l'écart, de mise au secret, le paradoxe, c'est que dans la société algérienne, comme dans les travaux universitaires, le personnage de Messali, lui, ne s'était jamais effacé. Pour preuve, ce que je signalais tout à fait en introduction, l'enterrement de Tlemcen. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait eu la possibilité de se manifester pour dire l'attachement affectif, ou sentimental, ou politique du personnage de Messali, eh bien, il y avait des milliers de personnes dans la rue. Donc ça veut dire que cet effacement qui existait du point de vue institutionnel ne correspondait pas au mouvement de la société réelle. Dans la société réelle, tous les vieux militants, messalistes en particulier, nationalistes au sens large, eux avaient gardé dans leur cœur présent, j'allais presque dire la photo, l'image, la trajectoire que Messali. J'en ai eu pourquoi, parce que j'ai plus tard rédigé un dictionnaire biographique de militants algériens, 600 biographies que j'ai fait paraître en 1985. Tous ces centaines de vieux militants que je rencontrais, tous, avec les larmes aux yeux, tous savaient quel était l'itinéraire de Messali. Et j'ajouterais, y compris les responsables du FLN de cette époque-là, qui, lorsque j'en discutais avec eux en privé, je sais très vaguement, en tête-à-tête, se mettaient très souvent à pleurer, à regretter, à dire dans le fond c'était un personnage gigantesque, c'était un personnage considérable. Pratiquement tous ceux que je rencontrais à cette époque-là, lorsque j'étais encore très jeune chercheur, c'est à la fin des années 70, au début des années 80, tous gardaient en tête, tous gardaient en mémoire et dans leur cœur ce que signifiait le personnage de Messali. Donc l'effacement institutionnel n'effaçait pas la présence dans les têtes. Il faut toujours l'avoir présente dans les têtes lorsqu'on rédige l'histoire d'un pays. Ne pas confondre les niveaux, c'est-à-dire les niveaux institutionnels et les niveaux qui sont ceux de la société réelle. Cette société réelle, elle ne pouvait pas effacer Messali. Et puis, dans le même temps, bien sûr, il y avait les travaux universitaires qui effectivement démarraient tout au long des années 70, le travail de Marc Carlier dès 1972 sur l'étoile africaine, bien entendu, le livre de Mohamed Harbi qui joue un très grand rôle en 1975, ça a été dit, le travail de Mahfoud Daddache, sa thèse, son travail monumental sur l'histoire du nationalisme algérien, qui a inscrit Messali au cœur du nationalisme algérien dans la période de l'avant 54, c'est-à-dire 1924, les travaux qu'il a fait paraître avec Benalej sur le PPA sont aussi des travaux universitaires très importants. La thèse de David Bourguessa sur l'étoile nord-africaine aussi dans les années 78-80 ont été des moments extrêmement importants qui permettaient effectivement de poser les jalons, de poser les pierres du savoir, de la connaissance pour ne pas rompre le fil de la continuité du savoir. C'est-à-dire que il y avait certes, dans la société, ce souvenir toujours présent, toujours là, toujours fort, sur le biais affectif en particulier, mais le travail universitaire, peut-être plus modeste, peut-être plus silencieux, peut-être plus petit, permettait que le lien soit maintenu sur une question essentielle qui était celle de la transmission, le problème de la transmission du savoir et de la mémoire à l'intérieur d'une société. Et tout ce travail universitaire qui a été accompli silencieusement, pourrait-on dire, dans ces années 1975 jusqu'en 1988, a joué bien sûr un rôle dans la réémergence, dans la renaissance, dans le retour du personnage, de la personnalité de Messali. Et puis il y a bien sûr la deuxième grande période de réémergence, c'est celle de l'après-octobre 1988, c'est-à-dire de la crise du
système politique à parti unique, et donc l'apparition de ce qu'on a appelé le multipartisme. Et cette question-là, bien sûr, avec le retour en Algérie de tous les grands acteurs du nationalisme qui avaient été mis à l'écart en 1962, qui sont revenus en Algérie. Et en revenant en Algérie, Boutiaf, etc., le retour de ces personnages, bien sûr, signifiait le retour d'une pluralité politique, d'une diversité politique dans ces années 1989, 1990, 1991, etc. Et donc, dans la pluralité, dans la diversité, dans la fin du système à parti unique, eh bien, naturellement, la figure, la personnalité, le personnage de Messali est revenu dans la scène à la fois politique et culturelle. Mais il est revenu aussi parce que dans la tragédie, dans ce qu'on a appelé la décennie sanglante des années 90, a émergé aussi le besoin du sens politique de ce que l'Algérie traversait comme tragédie. Une tragédie que vous connaissez, qui est très importante, c'est-à-dire le sens de cette violence, et donc de réflexion sur l'avant 54, sur la révolution. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire intérieure de la société algérienne. Car on ne peut pas séparer les enjeux politiques aux enjeux historiographiques. Ils sont liés. Vous avez une période que j'ai décrite rapidement des années 60, 70, 80, qui sont celles de l'installation d'un État fort en Algérie, et donc de la mise au secret de toute une série de personnages différents. Mais ensuite, vous avez, dans les années 1988-2000, eh bien, à la fois le multipartisme, la diversité, mais aussi la tradition. Et donc, dans cette espèce de va-et-vient politique et culturel, eh bien, il y a toute une interrogation sur les personnages qui avaient été mis au secret et qui étaient ceux qui avaient façonné la préhistoire du nationalisme algérien. Et ce n'est pas pour moi un hasard si le retour de Messali dans les années 90 coexiste avec un autre retour d'autres figures, comme celle de Farhat Abbas, par exemple, avec l'université de Sétif en 1996, qui est baptisée du nom de Abbas à cette époque-là, c'est-à-dire de ces hommes qui avaient été à la fois des concurrents, des adversaires, mais appartenant à une même génération politique et qui combattaient pour le même objectif sur des biais différents, mais qui font retour dans une situation où il va falloir confronter les visées programmatiques de ces trois personnages, Messali, Abbas, Ben Badis, les trois figures fondatrices du nationalisme algérien, et ne pas seulement en rester à la séquence fondatrice historique de la révolution elle-même. Et donc il y a eu tout au long des années 90 une sorte de visite à nouveau de ces personnages pionniers et fondateurs, de ces trois personnages pionniers et fondateurs. Vous voyez en quoi ma préoccupation à chaque fois, c'est de réinscrire Messali à l'intérieur d'une matrice beaucoup plus vaste, beaucoup plus générale, dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, même s'il a été, bien sûr, à mon avis, le premier à poser le problème de la rupture centrale, décisive sur la question de l'indépendance. Néanmoins, il était dans un espace politique pluriel. Et c'est cette réappropriation d'un espace politique pluriel, naturellement, qui est indispensable si on veut comprendre la Réunion, à mon sens, d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce retour à la pluralité, ce retour à la diversité, ce retour à la démocratie politique, dans l'expérience d'une discussion libre sur ce qui s'est passé dans l'histoire intérieure du nationalisme algérien. Puis enfin, la troisième séquence est celle du passage de la connaissance à la reconnaissance. La reconnaissance de ce qu'a été l'histoire, l'œuvre, le parcours de Messali. La Réunion d'aujourd'hui en est la preuve. On a parlé, Janina Bentelfat vient d'en parler, de la grande Réunion de 1998, où Aïssa Kadri a joué un très grand rôle dans l'animation de ces cérémonies qui ont eu lieu à Paris en 1998 jusqu'à aujourd'hui, en 2011. C'est-à-dire que nous avons là une sorte de reconnaissance plus vaste, à la fois en Algérie, par les pouvoirs publics aujourd'hui algériens, et bien entendu aussi dans la société algérienne, par l'intermédiaire de la presse, car tout ce que nous vivons aussi à la faveur de ce colloque, ce sont les articles de la presse algérienne. Et ça, c'est très important. Cette presse algérienne qui explique, raconte, dit ce qui se dit aujourd'hui, ce qui s'est dit hier, et qui par conséquent porte à la connaissance du plus grand nombre ce qu'a été le personnage, ce qu'ont été les acteurs, les pionniers de ce nationalisme algérien, que les jeunes générations, dans le fond, connaissent pas, ou connaissent très très mal. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est que, dans le fond, le grand problème de toute cette histoire, à travers celle de l'Algérie, vous avez compris,
l'histoire de Bessali, c'est l'histoire de l'Algérie. C'est pas simplement l'histoire d'un homme, d'un secret, c'est l'histoire d'un pays, tout simplement. Eh bien, le problème, c'est pas simplement celui de la connaissance, mais c'est aussi celui de sa transmission. C'est-à-dire comment peut s'opérer aujourd'hui la transmission de tout ce savoir accumulé sur le plan politique, sur le plan académique, sur le plan scientifique, sur le plan culturel, pour les jeunes générations. Et c'est ça, à mon sens, le défi et l'enjeu principal. C'est-à-dire la question des manuels scolaires, la question des représentations cinématographiques, la question des documentaires à la télévision algérienne, l'ouverture du champ public, du champ audiovisuel, etc. Bref, je pourrais presque dire en concluant que le vieux mot d'ordre de l'étoile nord-africaine, qui était celui de la démocratie, de la liberté politique, c'est-à-dire le vieux mot d'ordre de la constituante souveraine, c'est-à-dire des libertés publiques dans le sens le plus large, eh bien ce mot d'ordre de la constituante dans l'époque que nous vivons, que vous connaissez dans le reste du monde arabe, reste à mes yeux un mot d'ordre toujours aussi fort et toujours aussi valable dans l'Algérie d'aujourd'hui. Je vous remercie.